Bienvenue à notre webinaire sur le thème de la préservation des données de recherche au Canada. Je m'appelle Jennifer Abel et je suis l'agent de projet au réseau Portage. Veuillez excuser mon accent, je suis toujours en apprenante. Avant de commencer, nous avons quelques matières de housekeeping à couvrir. Le son de votre micro sera automatiquement mis en sourdine lorsque vous entrez dans la salle de réunion virtuelle. Ce webinaire peut être enregistré et la séance de clavardage peut être archivée à l'intention des personnes qui ne peuvent pas y participer. Excusez-moi. Nous vous encourageons à utiliser la dernière version de Zoom afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Veuillez utiliser la fonction de clavardage si vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez des ressources supplémentaires à partager. Veuillez utiliser la fonction de questions et réponses, Q&A, pour poser des questions au présentateur. On répondra aux questions à la fin. Vous pouvez aussi lever la main, fonction Raise Hand, si vous voulez poser une question. Les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Mélanie, merci. Vous trouverez le code de conduite dans son intégralité sur le site indiqué sur votre écran. L'ABRC s'engage à offrir un environnement accueillant, sécuritaire et exempt de harcèlement pour son personnel, ses membres, ses comités et ses groupes de travail, ainsi que pour les participants, les conférenciers et les organisateurs de ces réunions et de ces événements. Aucune forme de harcèlement ne sera tolérée. Dans ce webinaire, les membres du groupe d'experts sur la préservation de Portage introduiront la préservation des données de recherche et offriront un aperçu des options offertes actuellement et des services en développement au Canada. Seront également couvertes les meilleures pratiques pour la préservation à long terme des données, suivies d'une discussion sur une plus grande collaboration pour répondre aux défis d'aujourd'hui en matière de préservation. Et les présentateurs, Jonathan Deré est agent de recherche en gestion de données de recherche pour l'Institut national de la recherche scientifique, l'École nationale d'administration publique et l'Université TELUC. Il détient un baccalauréat en traduction et une maîtrise et un doctorat en sciences de l'information. C'est en gérant des bases terminologiques bilingues qu'il s'est découvert un intérêt pour la gestion de l'information et la préservation. Il est membre du groupe d'experts sur la préservation de Portage, du sous-groupe sur la préservation du sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire et trésorier sortant de l'Association canadienne des archivistes. Et Corey Davis est bibliothécaire en préservation des maris à l'Université de Victoria et agent de programme en visite à l'ABRC. Il travaille en bibliothèque universitaire depuis 15 ans et depuis peu, il est coordinateur de la préservation numérique pour le Council of Prairie and Pacific University Libraries. Il participe activement aux efforts de préservation de différentes associations pan-canadiennes, notamment comme membre fondateur du groupe d'experts sur la préservation numérique de l'ABRC et fondateur et président de la Coalition canadienne de l'archivage web. Il est actuellement à la tête du groupe d'experts sur la préservation de l'ABRC. Et maintenant, je veux donner le micro à Jonathan. Et voilà, on va espérer que le son est un peu mieux. Si jamais ce n'est pas le cas, faites signe et on va voir ce qu'on pourra faire. Bonjour à tous et à toutes. Je vais laisser ma caméra. Moi, je ne vous vois pas, alors je vous salue tous et toutes, peu importe où vous êtes, au Québec, au Canada. Je vais faire la présentation aujourd'hui, principalement tout seul. Corey et Beth sont tous les deux
participent tous les deux au webinaire. Par contre, moi, je vais donner la présentation. Donc, si vous avez des questions en français, évidemment, je vais y répondre. En anglais, on pourra les relayer à Beth et Corey au besoin, surtout si je n'ai pas les réponses. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, avant de commencer, une pratique qu'on voit de plus en plus et qui est assez problématique pour moi. Je travaille pour 3 universités qui sont en plus sur au minimum 2 campus, donc à Montréal et à Québec. Donc, j'ai trafiqué une espèce de reconnaissance territoriale du mieux que je pouvais. Donc, je tiens à souligner, évidemment, qu'on se rencontre virtuellement sur des tables non cédées traditionnelles des nations, de plusieurs nations, mais notamment des nations Huron-Wendat qui sont aujourd'hui autour de la Ville de Québec et de la nation Kanien'kehá:ka qui sont établis autour de la région de Montréal. Par contre, pour ce qui est de l'ENAP, ils ont des campus aussi dans d'autres régions. Donc, le vaste territoire que l'on couvre aujourd'hui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre toutes les nations qui forment aujourd'hui le Canada. Et puis, si vous êtes de l'extérieur de la province, donc bienvenue à tous et à toutes. Avant de commencer, qu'est-ce que la préservation numérique? Donc, au niveau de la présentation, je vais commencer tranquillement avec un peu ce que c'est. Vous le savez probablement, c'est plus que de la sauvegarde, c'est plus que des copies de sauvegarde, des backups, c'est plus que du stockage. Et la préservation, on le fait essentiellement pour pallier une faculté qu'on a, qui est la faculté d'oubli. On oublie facilement. Donc, si on se reporte en arrière, il y a un peu plus d'une centaine d'années, il y avait une autre pandémie qui nous affligeait, la grippe espagnole. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Par contre, les journaux diffusaient, un peu comme on voit ici, un extrait du journal Le Soleil du 19 octobre 1918. La pandémie de grippe espagnole, donc un décès par jour à Montmagny, 2000 cas de grippe à Chicoutimi. C'était comme ça un peu partout au pays. Et en même temps, on se rappelle, on était à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait plein de choses qui étaient en train de se produire. On voit aussi une petite notice qui parle du péril du trône hongrois. Donc, malheureusement, l'histoire a tendance à se répéter. Et une des raisons pour lesquelles on préserve les documents, c'est pour justement essayer de ne pas refaire les erreurs du passé et d'essayer de trouver des solutions plus rapidement. Suite à l'épidémie de grippe espagnole, on a investi beaucoup dans la santé publique. Les avancées dans la médecine ont permis de découvrir des vaccins et des traitements pour la grippe, donc les souches de grippe, et j'ose espérer qu'on aura aussi dans un avenir prochain le même genre de moyens à notre disposition pour se battre contre la COVID. Quand on regarde les documents d'archives, on voit toujours plein de trucs un peu rigolos. J'en ai sorti un ici, donc le Crésobène, qui est un moyen de prévenir la grippe espagnole, rien de moins, de braver le froid, l'humidité et les microbes, de préserver votre gorge, d'assouplir vos cordes vocales, de guérir vos bronches, de cicatriser vos poumons et de n'être jamais enrhumé, grippé, enroué ou oppressé. Je ne sais pas c'est quoi le Crésobène, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose. Donc, on voyait beaucoup dans les journaux de cette époque-là, beaucoup de publicité de produits pseudo-scientifiques. Encore là, comme on en voit aussi aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet et pas que. Donc, on voit beaucoup de ces éléments-là et on voit qu'on a encore des réflexes qui étaient en vigueur à l'époque et qui le sont toujours, heureusement ou malheureusement aujourd'hui. Donc, quand on parle d'archives, essentiellement, ce qu'on collecte, ce sont des originaux, des documents d'origine. Et le but de la préservation, c'est d'assurer une migration de ces documents-là pour qu'on soit capable de les lire, de les comprendre dans le temps. Il y a plusieurs types de préservation numérique. Il y a la préservation des documents analogues qu'on va convertir en documents numériques. Et il y a évidemment toute la préservation des documents qui sont nés eux-mêmes numériques. Si on remonte beaucoup dans le temps, la préservation, c'était aussi, on le voit un peu moins ici, mais c'est le cas en Europe, la conversion, la transcription, mais aussi la traduction de documents qui auraient pu être en latin, en vieil allemand, en vieux français, dans des langues que l'on ne parle plus aujourd'hui. Donc, la préservation, c'est aussi ça. Donc, c'est essentiellement une migration de format pour les rendre accessibles à tous ou la plus grande majorité possible de gens.
Et les bibliothèques et les archives se spécialisent encore dans ce type d'activité-là pour permettre l'accès au matériel sur une longue période de temps. Donc, des éléments qui sont importants, la collecte, la migration et évidemment l'accessibilité, parce que toutes ces tâches-là, on ne fait pas ça simplement pour le bienfait de préserver des documents, on le fait pour les rendre accessibles. Évidemment, la préservation, ce n'est pas uniquement de la technologie. Et rappelez-vous que les livres, quand on a inventé la presse écrite, un livre, c'est un outil technologique innovateur. Quand on a créé les index, c'est un outil technologique innovateur. Les outils qu'on a aujourd'hui, les outils technologiques, les réseaux sociaux, les ordinateurs, les appareils technologiques sont des outils technologiques. Par contre, ce n'est pas que ça. Ça prend aussi des gens qui prennent des décisions, des bibliothécaires, des archivistes, des gestionnaires, pour allouer des ressources de toutes sortes qui seront déployées en fonction de bonnes pratiques. Donc, ça prend des gens, ça prend de la technologie, ça prend des ressources, du temps, de l'argent, des gens, et aussi un ensemble de bonnes pratiques. Donc, la préservation numérique ou pas, la préservation analogique, ça demeure un peu ce même effort-là. Quand on parle de documents numériques ou quand on parle de documents non numériques, on peut penser à tout ce que l'on lit ou consulte maintenant. La plupart des documents analogiques que l'on a en notre possession, ce sont des documents numériques que l'on imprime sur support analogique. Dans les journaux, c'est un peu la même chose. On a des bases de données qui alimentent des journaux quand ils sont publiés. La presse n'est plus publiée de façon papier. Donc, ce sont des bases de données qui vont alimenter un site web, qui vont alimenter un compte ou un fil Twitter ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, c'est de l'information que l'on doit évidemment préserver pour l'avenir, si ce n'est que pour les archives même de la presse, mais aussi pour rendre compte un peu des événements qui se passent dans la société. Et à ce moment-là, la préservation numérique change un peu. Son objet d'étude devient essentiellement la préservation des documents numériques. C'est ce que l'on voit maintenant. Si on fait un parallèle avec la gestion des données de recherche, bien, ce sont pour la plupart, mais pas uniquement, des documents numériques. On a encore des enregistrements qui vont se faire, on a encore des observations, des fiches papier, des notes. Donc, la gestion des données de recherche, on l'oublie, mais ce n'est pas qu'une affaire de numérique. Mais on s'entendra que la grande partie de l'information que l'on a préservée aujourd'hui est de l'information non numérique et qui est déjà disponible sous façon numérique. Donc, la préservation des données de recherche, c'est une expertise, ça exige un engagement institutionnel, ça exige des ressources. On le voit en ce moment avec la discussion sur les stratégies institutionnelles, sur les comités, sur tous les efforts, les discussions qui sont nécessaires pour arriver à avoir quelque chose de conséquent. Ça requiert donc un engagement actif aussi des organismes subventionnaires et des gouvernements pour mettre les fonds suffisants pour nous permettre de faire ça, pour permettre aux chercheurs et aux chercheuses de faire ça et de le faire dans les meilleures pratiques possibles. Ça prend aussi un engagement de la communauté de recherche, ça prend un engagement au niveau de la communauté de la curation et ça prend un engagement au niveau du développement d'infrastructures. Donc, la technologie, malgré ce qu'on en pense, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de ressources, mais c'est relativement simple. La composante formation, la composante expertise, la composante changer les mentalités, tout ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et qui est beaucoup plus complexe. Ça ne le fait pas quelque chose de moins intéressant, par contre. Donc, le portrait de la gestion des données de recherche, la GDR, au Canada actuellement, on a plusieurs organismes nationaux, notamment le Réseau Portage, la BRC, le RCDR et d'autres, mais c'est aussi beaucoup une affaire de bibliothèques et surtout de conseils ou d'associations de bibliothèques un peu partout au Canada. Donc, du côté des Prairies du Pacifique, on a le COPOL, on a le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario, le sous-comité des bibliothèques du BCI, évidemment, et on a le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique. Donc, il y a des consortiums régionaux un peu qui viennent appuyer la recherche, qui viennent appuyer les bibliothécaires, les archivistes, principalement les bibliothécaires dans ce cas-ci, mais pour ce qui est du BCI, on a aussi des sous-comités d'archivistes. Et tout ça se fait évidemment pour les chercheuses et les chercheurs.
Donc, essentiellement, dans un rapport qui avait été publié par Bibliothèque Archives Canada en 2007, on parlait d'une stratégie canadienne pour l'information numérique. Il y en a une autre depuis. D'ailleurs, BAC a publié sa stratégie de gestion de l'information numérique récemment. Mais déjà, à l'époque, on parlait de faire ces efforts-là pour accroître notre capacité de préservation. C'est en crochet parce que dans le texte original en français, on parlait de conservation, donc je l'ai corrigé. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas plus le terme conservation pour préservation, mais bon, bref, c'est pour accroître notre capacité de préservation des documents numériques. Il est important d'établir un cadre qui va permettre de renforcer, de coordonner et de mieux communiquer nos efforts collectifs. Donc, déjà en 2007, on parlait d'efforts coordonnés, d'efforts collectifs, et à Portage, c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Portage de plusieurs groupes d'experts. Je fais partie du groupe d'experts sur la préservation. L'objectif principal, évidemment, de Portage, mais aussi du groupe d'experts, du GEP, c'est de renforcer, de coordonner, de mieux communiquer nos efforts collectifs pour tout ce qui touche la préservation, évidemment. Donc, j'en fais partie. Le groupe est sous la présidence de Corey Davis, qui est à l'Université de Victoria, qui est aussi invité à la BRC. Rebecca Dixon de Coppell, Evan Eccles à l'Université du Nouveau-Brunswick, Alex Garnett à Simon Fraser, Grant Hurley qui est à Scholars Portal à l'Université de Toronto, Sacha Yerebek à l'UQAM, Steve Marks de l'Université de Toronto, Kealty McPhail de l'Université de l'Île du Prince-Édouard, et on a 3 personnes de Portage, Jeff Moon, Lee Wilson et Beth Nazouk. Beth qui est la coordonnatrice pour la préservation. Le mandat du GEP, c'est d'évaluer l'infrastructure de GDR actuelle au Canada. Donc, quand le groupe a été constitué, quand Portage a été constitué, l'infrastructure actuelle, elle était très fragmentaire. On est en train de la coordonner un peu mieux maintenant. Je dis on, la communauté au grand complet est en train de la coordonner un peu mieux. Et on est principalement axé sur la question de la préservation. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Prendre part au projet d'infrastructure. Il y a différents membres du groupe qui sont impliqués sur différents projets qui vont venir toucher à des points très précis de la préservation ou du partage de données. Déterminer les possibles développements et partenariats relatifs à l'infrastructure de préservation pour la GDR au Canada. On va en parler dans un instant. Proposer des projets d'élaboration pour lesquels on cherchera des partenaires en vue d'ajouter des fonctionnalités à l'infrastructure actuelle. Encore là, il y a quelques exemples qui s'en viennent, donc ça va se clarifier un peu plus dans quelques minutes. On a quelques principes directeurs. Donc, tout ce qui touche au processus et outils liés à la préservation devrait être issu de la communauté, idéalement. Devrait être des outils transparents et ouverts. C'est un objectif. Ce n'est pas dit qu'on n'ira pas vers des solutions commerciales ou propriétaires quand c'est nécessaire, mais on vise quelque chose qui vient de la communauté, qui est fait pour la communauté, mais qui est aussi ouvert. L'accès demeure un objectif principal de la préservation numérique. Et dans le cas de la préservation de façon générale, on est très souvent ancré sur comment on préserve le document et on oublie qu'on le fait pour que ce soit accessible éventuellement. Donc, l'accès demeure un point principal de notre mission. Un autre élément, ce n'est pas toutes les données qui peuvent ou qui devront être préservées. Il y a un petit manque d'information, il y a un manque de direction de la part des organismes subventionnaires sur les périodes de conservation requises pour les données de recherche. Par contre, ce n'est pas nécessairement tout qui doit être conservé et on ne pourra pas non plus tout conserver. Le coût en ressources, le coût financier pour avoir des infrastructures de préservation numérique, des serveurs qui vont fonctionner pendant les prochaines décennies sans aucune sélection de tout ça, n'a pas seulement un coût financier, un coût environnemental aussi qu'on oublie souvent. Donc, il y aura éventuellement une évaluation à faire sur ce qu'on doit garder, ce qui est nécessaire et ce qui devrait être conservé en priorité ou pas. Préservation numérique, c'est aussi un exercice de gestion du risque. Une bonne façon de faire comprendre la préservation numérique, notamment aux chercheurs, ça pourrait être, par exemple, de dire comment vous gérez une situation où un auxiliaire de recherche quitte parce qu'il ou elle a terminé ses études, part avec les données. Comment vous faites pour
assurer que ce transfert d'informations-là se fasse, que vous compreniez ce qu'une autre personne a fait, quand il y a des équipes éclatées sur un projet de recherche, comment on fait pour tout mettre ça ensemble? Donc, ça devient aussi un exercice de gestion de risque qui est quand même assez important. Il y a un rapport qui a été publié en 2008, un livre blanc, sur la préservation des données de recherche, dans lequel on faisait 3 recommandations. La première, c'est d'établir une base commune des exigences de base d'une infrastructure distribuée pour la préservation numérique au Canada. On pourra en parler probablement qu'il y aura des questions à ce niveau-là. Donc, quelle infrastructure on pourrait avoir de façon distribuée, que ce soit régionalement, au niveau des provinces, au niveau de régions, au niveau de consortiums, même au niveau national, on pourrait mettre en commun pour arriver à faire cet élément-là. Entretenir des partenariats, parce qu'on va voir que d'y aller tout seul, c'est assez difficile. Et aussi d'articuler un message clair et unifié pour tout ce qui touche le développement d'une infrastructure nationale et durable, non seulement pour la diffusion, l'accès et le partage de données, mais aussi pour la préservation des données de recherche. Je vais parler de certains projets. Le premier, c'est un projet de pipeline de préservation du DFDR. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vais prendre un petit moment de recul. Donc, le DFDR, c'est le dépôt fédéré des données de recherche. Vous êtes probablement au courant de la plateforme Dataverse qui existe, qui fait entre autres partie d'une entente entre le BCI Scholars Portal, donc chaque université au Québec a un Dataverse, donc qui est un dépôt institutionnel pour les données de recherche. Le DFDR est un projet similaire, mais qui est privilégié pour les ensembles de données plus volumineux. Donc, à terme, on pourra déposer des ensembles de données dans Dataverse. Et si jamais les chercheurs ont des besoins supérieurs à ce que Dataverse peut offrir, il y aura aussi le dépôt fédéré des données de recherche. Le projet de pipeline, c'est essentiellement un ensemble de processus qui va faire qu'on pourra prendre les ensembles de données déposés dans le DFDR et les préserver de la bonne façon. Pour bien comprendre tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu l'espèce de continuum qui existe au niveau du stockage des données. Donc, les données de recherche n'existent pas comme ça dans l'air. Les chercheurs collectent des données, produisent des données, accumulent des données d'un peu partout. Il y a un stockage actif qui se produit. Ce stockage-là, c'est souvent sur les ordinateurs personnels, les ordinateurs de laboratoire. Dans certains cas, il pourrait y avoir des ordinateurs ou des serveurs à distance, notamment par Calcul Québec, par exemple, ou un partenaire de Calcul Québec dans les autres provinces. L'accès se fait sous contrôle. Donc, évidemment, si on a un ordinateur physique, il n'y a que la personne qui a l'ordinateur qui peut y avoir accès. On parle de copie de travail. L'information qui est conservée sur ces ordinateurs-là ou sur ces serveurs ou sur ce stockage est de courte durée. On le conserve pour la durée du projet ou même pour une toute petite partie du projet. Un chercheur pourrait faire des entrevues et le fichier audio sera conservé le temps d'avoir fait une transcription et après, on pourra détruire le fichier audio, par exemple. Donc, la durée sera très courte à ce niveau-là. Et tout ça est utilisé aux fins de recherche, aux fins de travail, d'analyse, de modélisation et tout, peu importe comment on fait notre recherche. On est en train actuellement de parler de stockage dans le DFDR, dans Dataverse. Donc, c'est du stockage en dépôt. On vise un stockage qui est ouvert le plus possible. Et lorsque c'est possible aussi, qu'on respecte des normes d'éthique, de partage de droits d'auteur et ainsi de suite, on parle de copie de diffusion. C'est un stockage qui est prévu à moyen ou long terme, selon à qui on parle, mais qui essentiellement s'étire au-delà de la fin du projet de recherche. Donc, Dataverse et le DFDR, ce sont des lieux de stockage une fois que le projet est terminé. Ce sont des outils qui permettent de découvrir et d'accéder aux ensembles de données ou au contenu que l'on partage. Quand on parle de stockage de préservation, il y a des éléments qu'on doit apporter à ce que l'on va déposer dans Dataverse, dans le DFDR, pour s'assurer que ces documents-là soient encore utilisables à long terme. Donc, il y a 2 éléments. Il y a un élément de stockage qui, selon les normes de préservation, doit être différent du stockage de dépôt. Donc, les copies d'accès et les copies de préservation sont généralement conservées à des endroits différents. Mais il y a tout un ensemble de processus qu'on doit faire qui se fait généralement avec un logiciel. Il y en a plusieurs sur le marché. Je vais parler d'Archivematica aujourd'hui, qui essentiellement rassemble une série de logiciels libres, de services, et qui rassemble tout ça en une seule interface qui permet d'apporter certaines tâches. Donc, le stockage d'archives, encore
comme le stockage de dépôt va être ouvert lorsque c'est possible. On parle de copie de préservation et non pas nécessairement de copie d'accès. On parle de quelque chose qui se fait à long terme. Et ça peut aussi, même si ça ne sert pas à ça, mais ça peut aussi servir de copie de recouvrement, de copie de dernier recours, par exemple. Donc, s'il arrivait quelque chose. Tout ça va sans dire qu'on fait quand même des copies de sauvegarde pour le stockage actif et même pour le stockage en dépôt. Dataverse fait des copies de sauvegarde du contenu qui est là. À l'intérieur du DFDR, une autre composante qui est importante, c'est toute la partie des métadonnées. Je pourrais donner un cours complet sur les métadonnées. Il y en a à différents niveaux. Si vous êtes en bibliothèque, vous savez de quoi je parle. Quand vous avez une notice bibliographique, vous avez les règles de catalogage et vous avez les règles qui touchent à la notice elle-même. Donc, on a le contenu et le contenant. Donc, on utilise différents schémas de métadonnées pour le contenu, pour le contenant. Dans le cas des ensembles de données, c'est la même chose. Il y a des métadonnées qui vont toucher au contenu même des ensembles de données. Ça, c'est généralement fourni par le chercheur. Une notice qui va être créée quand on fait un dépôt d'un ensemble de données, ce sont aussi des métadonnées. Donc, on va parler du titre, la description, des auteurs. On pourra aller vers différents schémas de vedettes matières, par exemple, ou de mots-clés. Donc, il y a tout un ensemble de métadonnées qui va exister. Et quand on parle de préservation, on en rajoute une autre couche de métadonnées, qui sont toutes les tâches que l'on fait quand il y a des transformations de fichiers. Si on doit convertir des fichiers pour partir d'un format fermé comme Word à un format ouvert comme un format plein texte ou un format XML. Donc, c'est une étape qui doit être documentée. Quand on fait des vérifications, quand on fait des ouvertures ou des fermetures de fichiers, toutes ces informations administratives-là vont se retrouver dans les métadonnées administratives ou les métadonnées même de préservation. Les métadonnées de préservation pourront aussi inclure des trucs du genre, il y a un environnement Windows avec tel type de carte mère ou quel système d'exploitation on utilise, quelle version du logiciel a été utilisée pour créer cet ensemble de données-là. Donc, on peut aller très loin dans les métadonnées de préservation et même chose pour les documents. Là, ce qui est important de se rappeler, c'est que beaucoup de ces métadonnées-là vont être créées de façon automatique par les logiciels qui permettent de créer les documents ou les ensembles de données ou les différents fichiers qu'on utilise comme chercheur. Il y a beaucoup de ces métadonnées-là qui vont être créées par le chercheur, donc un guide de code, un dictionnaire pour définir les variables. On a aussi beaucoup de métadonnées qui vont être créées au moment du dépôt et on en aura d'autres qui sont créées au moment, au fur et à mesure où on fera des étapes de transformation pour la préservation de l'information. On a deux exemples ici, vous ne pourrez probablement pas voir en détail, mais du côté, du moins pour moi, c'est à gauche de l'écran, on a un fichier METS qui est un fichier de métadonnées de préservation qui contient lui-même de l'information sous un autre format qui s'appelle prémisse. Donc, c'est là où on va documenter toutes les étapes de préservation des documents. Et on aura aussi un fichier, dans ce cas-ci, qui est sous format RTF, donc à droite sur mon écran, qui va reprendre de l'information XML et qui va encoder des trucs, notamment Dublin Core ou un autre type de schéma de description, par exemple la fiche bibliographique. Un autre concept, donc quand on passe d'un stockage actif à un stockage de dépôt à un stockage de préservation, les transferts se font dans ce qu'on appelle des paquets. Un paquet d'informations archivées, c'est un paquet, ou si vous voulez une autre métaphore, une boîte ou une enveloppe ou un fichier zip qui va contenir toute l'information qui permet de préserver à long terme les documents, mais d'un point de vue de préservation d'archives et non pas de préservation d'accès ou de diffusion. Donc, ces informations-là vont contenir des métadonnées de contexte, donc le contexte de création, le contexte de transfert ou de transformation des fichiers s'il y en a eu. On va contenir les métadonnées de préservation, toute l'information sur la fixité des fichiers, donc s'assurer que les fichiers sont intègres, qu'il n'y a pas de corruption de fichiers, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de problème avec les associations entre un fichier, le nom du fichier et le fichier lui-même. On va conserver les fichiers originaux. On conserve toujours les fichiers originaux, même si on a fait des transformations. De cette façon-là, on peut toujours revenir en arrière et refaire cet exercice-là dans le temps au besoin. Et on va avoir des copies de préservation, évidemment, qui, elles, auront été modifiées. Donc, c'est ce paquet-là qui va sortir en bout de piste quand on a notre fichier. Donc, si je reviens un peu en arrière, donc au niveau du stockage actif, on va déposer quelque chose dans une plateforme.
Au moment de faire les tâches de préservation, on va générer le paquet d'informations archivées. C'est ce paquet d'informations-là, ou cette boîte d'informations-là qui sera préservée à long terme. Donc, essentiellement, le projet de pipeline du DFDR, qui est au stade d'ébauche, permet de voir un peu qui va faire quoi dans toute cette séquence-là. Il y a plusieurs acteurs ici. Donc, il y a le DFDR ou Further en anglais, donc qui est la plateforme de dépôt et de partage qui va pouvoir accepter cette information-là. Il y a Portage qui a un rôle à jouer. Il y a l'Université de Toronto qui a un rôle à jouer et il y a SciNet qui est un consortium de calcul informatique de pointe qui est basé à l'Université de Toronto. On pourrait reprendre ça dans un autre contexte et remplacer SciNet par Calcul Québec, Calcul Ontario, AceNet dans les provinces de l'Atlantique. On pourrait remplacer Portage par une autre organisation. On pourrait remplacer Further ici ou le DFDR par Dataverse. Le principe resterait plus ou moins le même. C'est essentiellement de savoir qui fait quoi et à quel moment les gens viennent prendre des décisions et porter certaines actions pour voir à la préservation à long terme des documents. Donc, ce que l'on met dans Dataverse ou dans le DFDR est là pour l'accès et la diffusion. Et on pourra en prendre une copie et envoyer ça sur un serveur de préservation qui, lui, sera préservé à plus long terme, qui ne sera pas modifié ou qui n'aura pas de risque de corruption du fait qu'on a accès à une plateforme de dépôt et de partage. Donc, les données sont examinées, tout ça peut être distribué. On pourrait avoir, par exemple, des consortiums régionaux qui feraient des copies de sauvegarde l'une de l'autre, ou ainsi de suite. Le modèle est encore à l'étape d'ébauche. Il y a un projet similaire qui est en train de se mettre en branle entre Dataverse et Archivematica à l'Université de Victoria. Donc, Corey Davis est en train de s'occuper de ce projet-là. Et essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de concevoir un peu Dataverse, qui est une plateforme de dépôt publique qui est ouverte à la communauté universitaire. Au Québec, on a tous une instance via l'entente avec le BCI. Et dans les autres provinces, il y a aussi de plus en plus d'universités qui se joignent. Cette plateforme-là est vue pour l'accès à la diffusion. Il y a une instance d'Archivematica qui est un logiciel qui, lui, va s'assurer de prendre le contenu de Dataverse, d'y appliquer certaines transformations ou certains microservices comme on voit ici, donc des trucs, par exemple, de validation, d'extraction, d'identification des formats de fichiers, de nettoyage de noms, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de microservices qui sont appliqués de façon plus ou moins automatique. Et ce qui va être créé en bout de piste, c'est le paquet d'informations archivées qu'on pourra verser sur un espace de stockage à long terme. Donc, pour joindre tout ça, essentiellement, l'objectif, c'est d'accroître la capacité de préservation des données de recherche, ce qui va ouvrir de nouvelles avenues pour les bibliothécaires et les archivistes pour la diffusion de la recherche pour les générations à venir, pour qu'on soit capable minimalement de lire ce contenu-là dans une période de temps, que ce soit 10, 15, 100, 150 ans, 200 ans, ou à tout le moins d'être capable de comprendre qu'est-ce qui a été fait pour modifier les documents, pour qu'on soit en mesure de les lire et de les rendre accessibles à terme. Je vais m'arrêter ici pour la présentation. Je vais ouvrir la parole, je vais ouvrir la discussion à tous ceux qui sont encore ici. Donc, quels enjeux vous avez dans vos établissements relativement à la préservation à long terme des données de recherche et qu'est-ce que Portage peut faire pour vous aider à répondre à ces enjeux-là? C'est ce qu'au niveau du groupe, on essaie de répondre et on a aussi besoin de votre aide. Je sais qu'il y a d'autres éléments qui sont en train de se mettre en place aussi, là, mais je vais vous laisser la parole pour ça. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vois qu'il y a déjà une question, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous me permettez juste, je vais repasser. Il y a une question dans le chat. Là, oui. On a bien mentionné qu'il y a un pont ou des passerelles entre Dataverse et DFDR. Est-ce que... Ben, je ne sais pas si tu as une réponse à ça ou non, mais...
si je comprends bien, là, Oui, la question, c'est, une des questions, c'est de savoir, on a bien mentionné qu'il y a un pont ou des passerelles, donc le projet de pipeline, par exemple, entre Dataverse et le DFDR. I'm just going to call on Corey for this. Is there a bridge between Dataverse and Further that you know of? Or no. Yeah, go ahead, Jeff. Est-ce que le mot en anglais, c'est crosswalk? Point de vue des méthodes. Les deux ont utilisé Archivatica. Ça, c'est la connexion, je pense, la seule connexion. Okay. Oui, dans les deux cas, que ce soit pour le DFDR et pour Dataverse, il y a des ponts pour Archivematica qui existent. Oui. Dans le cas de l'entente du BCI, c'est un pont qu'on n'a pas encore. Donc, il est disponible, mais on ne l'a pas rendu accessible actuellement. Donc, mais il existe. Pour le DFDR, le projet est en branle, donc ça existe. Pour ce qui est de passer de Dataverse à DFDR, le pont qui existe, c'est que dans le DFDR, il y a une notice qui est créée pour le contenu qui est pigé à même Dataverse. Donc, si vous déposez quelque chose dans Dataverse, il va être référencé dans le DFDR, mais le contenu ne se retrouvera pas dans le DFDR, parce que si on faisait ça, on va se retrouver avec un ensemble de données qui va avoir 2 DOI. Donc, il y a un référencement qui est fait dans le DFDR du contenu de Dataverse. Outre ça, si on voulait faire passer le contenu d'un à l'autre, ça, je ne sais pas s'il y a un pont qui existe déjà. C'est que c'est le niveau de découverte qui existe à DFDR qui présente une boîte pour faire la recherche pour les données, les métadonnées de Dataverse puis d'autres repositoires domaines, etc. Mais les données qui sont déposées directement dans DFDR sont cherchables aussi avec cette portail. On a une autre question de l'Université Laval. Présentement, est-ce qu'il y a un projet de préservation au Québec? Moi, je vous dirais qu'il y en a plusieurs, mais de coordonnées, pour le moment, non. Est-ce qu'on s'enligne pour utiliser les services d'autres consortiums? Là, je vais juste vérifier quelque chose, puis je ne sais même pas si je vais le faire. Je ne pense pas qu'elle est sur l'appel. Non. Je sais qu'il y avait une présentation au sous-comité des bibliothèques juste avant la présentation et il y a un rapport qui a été fait du groupe de travail sur la préservation pour le sous-comité des bibliothèques. C'est quelque chose qui est en discussion actuellement. Pour le moment, il n'y a pas de plateforme, que ce soit pour le réseau des universités du Québec ou pour l'ensemble des universités au Québec, qui est partagée pour la préservation numérique. Mais c'est en discussion. Par contre, dans d'autres régions, donc en Ontario, il existe un service comme Permafrost. Dans l'Ouest, il va y avoir des services qui est une combinaison de Archivematica et du stockage local. Donc, il y a plusieurs façons de concevoir ces services-là, mais actuellement, au Québec, il n'y en a pas. J'espère que ça répond à ta question, Émilie. Est-ce que tu connais la situation des universités au Québec pour la préservation des données de recherche? Je pense qu'on est à peu près tous au même niveau. On est tous en début de parcours. Un des éléments, je pense, c'est comme il n'y a pas de politique sur la GDR, ben, les chercheurs ne se sentent pas l'obligation de partager ces documents-là. Donc, on n'est pas encore arrivé aux éléments de préservation. Donc, tout ça va finir par se mettre en place. Par contre, ce qui est intéressant avec une plateforme de stockage, puis ce qui est intéressant avec Archivematica, c'est que ça peut servir, et pas juste pour les données de recherche, ça peut servir pour les dépôts institutionnels de publication des chercheurs, ça peut servir pour les collections numériques des bibliothèques, puis ça peut aussi servir pour les archives en version numérique des services d'archives et de gestion documentaire. Donc, je pense qu'on aurait tous beaucoup d'intérêt à tous mettre ensemble pour être capable de justifier tout ça, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour chaque établissement, puis qu'est-ce qui fonctionne en consortium ou qu'est-ce qui fonctionne de façon régionale pour le Québec ou à la limite pour l'ensemble du pays. Je sais qu'il y a une question qui a été soulevée par Eugene Barsky cette semaine sur CanLib qui demandait pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de créer une plateforme pan-canadienne.
c'est une option. Il faudra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je sais qu'il y a certaines universités qui ont des instances d'Archivematica. D'autres n'en ont pas, d'autres sont en considération, d'autres ont des ententes, mais avec un consortium. Donc, la situation en ce moment est un petit peu, je ne vais pas dire pas le même, mais ça dépend vraiment de chaque université. Mais on n'est pas tous au même endroit et on est tous en début de parcours. Jonathan, j'ai une question pour toi. Oui. Dans le dernier webinaire, celle en anglais, j'ai amené la question de le changement de culture qui est nécessaire dans le domaine de recherche parmi les chercheurs pour avoir un succès dans notre entreprise de gestion des données. Est-ce que tu peux faire un commentaire sur le rôle de, je vais essayer le mot, là, curation, là, curateur, dans le succès, où qu'on mette ce rôle-là dans le succès de cette entreprise? Je pense que c'est nécessaire et c'est vital comme rôle. Et ça, qui va le faire, je pense que ça reste encore à déterminer. Je sais que dans certaines universités, il y a un intérêt à former des gens qui sont déjà en place, des bibliothécaires qui font des services de liaison, qui offrent des services de liaison. Maintenant, ça ne veut pas dire de rajouter une tâche de plus, ça veut dire de dégager certaines responsabilités pour en mettre d'autres. Et bon, ça va s'articuler de façon différente dans différentes universités. Mais je pense que le milieu des bibliothèques a déjà une culture de formation, a déjà une culture de travailler avec les chercheurs ou dans certains cas pour les chercheurs. Il y a cette réalité-là aussi qui existe. Donc, on est déjà en place, on a déjà un réseau de gens qui sont là. Maintenant, on s'entend, vous êtes tous hyper occupés, donc ce n'est pas de dire on va vous racheter des tâches, mais il y a un rôle à jouer et ce rôle-là est important pour les chercheurs aussi, parce que pour eux aussi, c'est nouveau. Pour eux aussi, quand on parle de description de métadonnées, de préservation, ils n'en ont rien à foutre, et deux, ils se disent qui va le faire, puis ça va coûter combien. Donc, il y a certains éléments qui sont importants de faire valoir au départ, de dire qu'avec un minimum de formation, on est capable de régler beaucoup de problèmes. Donc, ça, vous n'aurez pas à y penser par la suite. Il y a d'autres services qu'on devra créer qui viendront aider, que ce soit de façon gratuite, on s'entend qu'il n'y a jamais rien de gratuit, ou payant, donc un chercheur pourra faire affaire avec une unité de l'université puis payer un peu plus pour avoir plus de services. Ça se fait déjà, notamment Valéria à l'Université Laval offre des services pour le stockage actif, mais aussi pour le calcul de points, pour l'analyse. Donc, ils peuvent pousser un peu plus, même si ce qu'ils offrent n'est pas nécessairement de la GDR à proprement parler. C'est l'étape qui vient entre les deux. Donc, on pourra voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Mais personnellement, je crois fortement que la formation pour les chercheurs, pour les assistants et les assistantes de recherche, c'est probablement ce qui est de plus important. Formation aussi avec les gens des services de la recherche qui font la gestion des demandes de subventions et qui pourront peut-être, en faisant une évaluation, une pré-évaluation des demandes de subventions avant de les déposer, de dire, bien, ça, on va demander à quelqu'un d'autre de regarder pour voir ce qui est possible de faire en termes de est-ce que la capacité de stockage qu'un chercheur évalue est adéquate ou pas, ou est-ce que certaines pratiques pourraient être changées ou pas. Mais c'est vraiment de la formation et surtout un changement de culture qui est difficile à faire. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, un des plusieurs défis qu'on fait face, c'est les chercheurs. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est préservation dans le contexte que vous avez décrit aujourd'hui. Ils sont à peine après penser à propos de le dépôt ou de publication dans un repositoire comme Dataverse ou Further. Mais d'après la politique des 3 agences qui s'en vient quelque temps dans le futur, c'est ça qu'ils vont faire face. Donc, pour moi, dans un sens, la première bataille, autre que bien gérer tes données durant la période active de recherche, le premier défi qu'on fait face, c'est avoir des chercheurs arriver à un point avec l'aide des experts
de déposer leurs données dans un repositoire. Je ne sais pas, j'aimais beaucoup ton diagramme en français. J'ai besoin de ces mots en avant de moi. Là. Le stockage au niveau de Dataverse, de Further. Si on réussit là, ça vient encore, à ce point-là, ça devient notre rôle comme le monde de préservation à décider quelles données vont aller à travers le processus de préservation. Il y a quelque chose que j'ai dit souvent, puis je sais que Marie-Ève est là, puis qu'elle m'entend, donc elle va peut-être rire quand elle va m'entendre dire ça, mais quand on parle de préservation, de gestion documentaire, même pas de préservation, juste de gestion documentaire ou gestion de l'information, de gestion des données de recherche, le parallèle que j'aime bien faire, c'est comme pour la soie dentaire, c'est la même chose. Tout le monde sait qu'il faut se passer la soie dentaire, puis on le fait juste 3 semaines avant d'aller chez le dentiste. Donc, la gestion des données de recherche, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on le fait, puis quand il y a un problème, là, on est un peu plus actif. Quand s'il y avait un audit, on dirait « Ah, là, il faut régler le problème. » Donc, si on est capable de changer cette culture-là, puis vraiment de penser à un peu plus long terme. Voilà. Marie-Ève rit, en effet, merci de rire de mes jokes plates, Marie-Ève. Donc, si on est capable d'amener les chercheurs à penser à un petit peu plus long terme et surtout d'éviter et de prévoir et d'éviter certains problèmes qui pourraient arriver. Je l'avais mentionné en commentaire dans la présentation juste avant, quand un assistant de recherche part, qu'est-ce qui arrive avec les données? Est-ce que l'étudiant ou l'étudiante est parti sur une clé USB et puis que là, on ne peut pas transférer les données parce que c'est trop volumineux ou qu'un étudiant part puis qu'on se rend compte que la documentation n'est pas adéquate puis qu'on n'est même pas capable de comprendre le fichier de données. Donc, c'est des enjeux au quotidien qui, avec une bonne gestion des données de recherche, permet de régler plein de problèmes, notamment la question de la préservation. Je pense que d'y aller vraiment à court terme, ça va nous aider à faire de la préservation à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Il reste à peu près une dizaine de minutes, mais si on finit plus tôt, ça veut juste dire que je vais être en vacances. Donc, je vais juste voir ça ici. Une bonne question, là. Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, si je comprends bien l'intervention de Benoît, c'est tout ce qui est le one size fits all, donc une approche unique pour régler tous les problèmes, ça ne marche pas. Ça, je pense qu'on est très conscient de la chose. Déjà, il faut avoir une approche disciplinaire. Moi, je le vis au quotidien parce que je travaille avec 3 universités qui ont des domaines de recherche très différents. Puis une université a 4 centres qui sont des recherches différentes. Donc, je ne peux pas arriver et dire ça va être la même approche pour tout le monde. Et il y a effectivement des chercheurs qui ne s'intéressent absolument pas à la GDR parce que dans le fond, parce qu'il n'y a pas de fonds pour cette activité. Donc, c'est 2 éléments, je pense, qu'il faut arriver à balancer. Je vais aller un peu plus loin aussi avec les fonds pour la GDR. Effectivement, il faut que les organismes subventionnaires augmentent la portion à tout le moins des subventions qui peut être allouées à la gestion des données de recherche, mais aussi augmenter le montant des subventions, montant qui peut être augmenté si on y a pensé et qu'on demande plus. D'une part, donc il y a un minimum de travail qu'on peut faire à ce niveau-là. Il faut aussi qu'eux aient la volonté d'augmenter l'argent. Pour ce qui est de la préservation à long terme, par contre, c'est un enjeu de taille parce qu'une fois que le projet est fini, la subvention est finie. Mais qui va payer pour la préservation pendant 10, 15, 50, 100 ans? Ça coûte quelque chose de mettre un document sur un serveur, même si c'est minime, mais qui va payer pour ça? Donc ça, c'est une autre question qui va s'en occuper, évidemment. C'est une autre question à laquelle on doit penser. Non, j'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Je vais arrêter là. Donc, effectivement, c'est de l'information au niveau des subventions qu'on n'a pas encore parce qu'on ne sait pas ce que ça va être la politique, les 3 conseils. Et je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la sensibilisation des organismes pour que le financement soit au rendez-vous, mais aussi qu'on ait des services en université qui soient capables d'appuyer et d'aider les chercheurs à faire ce travail-là. Oui, c'est ça. Ça pourrait être un modèle qui est basé sur un petit pourcentage des subventions reçues par les universités
ou même à la limite un pourcentage qui va aux frais administratifs des universités qui est offert comme service donc gratuit à l'ensemble de la communauté de la recherche. Donc, les mécanismes de financement pourraient être faits de cette façon-là. Ça pourrait être chaque université qui le fait, ça pourrait être un consortium. La gouvernance reste importante. Une des choses que je veux juste, c'est évident, beaucoup de monde saurait ça déjà, mais pour les 3 agences, les coûts de gestion de données durant la période active sont éligibles. Donc, d'après ce que je comprends, vous pouvez mettre l'argent, un pourcentage ou un montant d'argent dans votre grant pour couvrir ça durant la période active. Oui. Puis, je ne dis pas que c'est minime ou non significant, mais je vais dire la phrase en anglais. 3/4 du problème, c'est d'avoir les données bien déposées dans un repositoire. Oui. Une fois que c'est là, puis c'est bien fait là, préservation devient beaucoup plus facile. Donc, si on peut avoir succès avec la première étape de publication dans un dépositoire, pour moi, on a gagné le loterie là, dans un sens, parce qu'ensuite, le monde qui font la curation là, pourrait voir que ces données-là, si ça mérite, sont passées à travers l'Archivematica puis les pipelines, etc. Oui. Une autre question qu'on a, c'est on peut peut-être amener les chercheurs à se préoccuper de la GDR, mais est-ce que la préservation sera réellement un jour dans leurs préoccupations, mis à part les historiens qui s'en préoccupent réellement, les historiens de la science, entre autres? Comment sensibiliser les autres chercheurs à considérer la préservation comme importante? Encore là, je pense qu'une piste de solution, c'est pour tout ce qui est la recherche longitudinale, donc des études qui se font dans le temps pour voir un peu l'évolution des phénomènes. Donc, c'est encore là de ramener la préoccupation pour le chercheur. Est-ce que le chercheur ou la chercheuse, comme personne, considère que cette information-là mérite d'être préservée? Et ça serait une différence un peu avec ce qu'on entend par évaluation, puis sélection dans un contexte d'archives traditionnelles, même s'il n'y a pas vraiment d'archives traditionnelles, où on essaie justement d'éviter que le créateur du document prenne des décisions sur la préservation. Parce qu'on est toujours la pire personne pour décider est-ce que ce document-là a une valeur ou pas. Moi, si vous me demandez est-ce que mon journal intime a de la valeur ou pas, je vais vous dire non, il y en a pour moi, mais il n'y en a pas pour les autres. Mais si dans 50 ans, on trouve une copie qui n'aurait pas été brûlée, par exemple, de mon journal intime, puis que c'est le seul document qu'on a qui retrace une histoire locale, bien, ce document-là prend de la valeur. Donc, comment on peut arriver à concevoir la valeur à long terme? Il faut que ce soit une valeur de recherche. Et ça fait aussi partie, je pense, des éléments de la sélection de ce qu'on va préserver à long terme. Ce n'est pas nécessairement tout qui doit être déposé en termes d'ensemble de données. Et est-ce que c'est aussi tout qui doit être sélectionné pour une préservation à long terme? On n'a pas la réponse encore. Mais oui, effectivement, il faut arriver à mettre cet élément-là de l'avant. Je vais juste reprendre 2 questions en même temps. Donc, une question de novice, est-ce que les données de recherche dans Dataverse sont des documents Office PDF ou s'il y a des données pures? Dans Dataverse, il y a des données pures, donc ça peut être des fichiers de données XML, texte, dans tout plein de formats. En fait, ce qui arrive, c'est que justement, dans Dataverse, on essaie de ne pas mettre de documents. Donc, théoriquement, on pourrait mettre les articles, mais les articles ne vont pas là. Et dans Dataverse, si on met un document Office, donc Word ou Excel, il va y avoir une conversion qui va être faite du document, même si la copie demeure accessible. Donc, dans Dataverse, c'est vraiment les données, les ensembles de données sous différents formats qui vont se retrouver, auxquels on peut lier des publications, par exemple, qui seraient conservées dans d'autres formats, dans un autre dépôt. J'espère que ça répond à cette question-là. Et comme Beth disait, justement, c'est d'arriver à faire valoir que les chercheurs perçoivent leur rôle comme dans un continuum de préservation, que leur contribution à la recherche, ce n'est pas juste de publier des articles, que les données qu'ils peuvent créer, dans certains cas,
aurait aussi une utilité ou une importance dans le temps et que ça aussi, ça mérite d'être conservé. Ce qui est aussi une autre façon de concevoir le partage des données, parce que souvent les chercheurs se disent « ce sont mes données, je ne veux pas les partager ou je ne veux pas qu'ils soient réutilisés de mauvais escients ». Puis quand on parle à long terme, ben, ils vont se dire « oui, mais qui va les utiliser puis pourquoi? On ne le sait pas ». Et ça a peu d'importance dans 50 ans, mais ça pourrait être, c'est effectivement une préoccupation. Juste un autre ajout. Le Dataverse, puis en effet Further aussi, peuvent prendre n'importe quelle donnée. Oui. Que ce soit des chiffres numériques, des spreadsheets, des images, des documents, des PDF, peu importe. Tout est possiblement considéré des données digitales. Puis on a des exemples de ça. En Further, on a des grandes collections des images des glaciers, là, etc. Beaucoup de différentes sortes de données. Puis toutes les données ont besoin de métadonnées. Puis les métadonnées même peuvent être en forme plus souvent que non de texte, soit XML ou des autres documents qui décrivent comment utiliser les données, qu'est-ce qui sont là, comment ils sont organisés, etc. Juste en terminant, je ne veux pas couper quoi que ce soit, mais je vais juste afficher les adresses de courriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Oups, pardon, il ne fallait pas que je fasse ça, je vais la remettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, avec Corey et Beth, si vous avez des questions plus précises sur certains projets vraiment précis du GAP. Mais je vous invite à communiquer avec moi, soit à mon adresse personnelle ou encore à GDR, soit inrs.ca, teluc.ca ou inap.ca. Je vais avoir les courriels, donc vous pouvez me rejoindre de différentes façons. Et si vous avez d'autres questions, en terminant, parce qu'il est presque, il reste 1 minute. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste voir ici. Et sinon, je vous remercie. Et puis, je vais espérer que vous vous portez bien et que le reste de votre semaine va bien se passer.